Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Jacques Simon, dit Jaco, une personnalité yvelinoise de 64 ans qui vit aujourd'hui à Montigny-le-Bretonneux. Alors, Jaco, bonjour. Alors, Bonjour. vous êtes séropositif depuis 1985, 2 ans après la découverte du virus du sida. Vous étiez toxicomane à l'époque. Ouais. Racontez-nous. Un peu plus tôt, en fait, 82 plus que 85. Parce que 85, 86, c'est le test ELISA. C'est quand ça a été officialisé. C'est-à-dire que là, ils ont trouvé un test qui montrait la séropositivité. Et du coup, à ce moment-là, j'étais à Fleury-Mérogis, où je suis plus à Bois d'Arcy. Et ils nous ont tous, à ce moment-là, tous les toxicomanes, on a été vérifiés pour voir si on était justement... et c'est là que j'ai été certifié. Mais... En 82, il m'avait déjà trouvé à l'hôpital de Fresnes ce qu'ils appelaient à l'époque une hyperplasie lymphoïde bénigne, sans traitement. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas grand-chose, c'était pas très dangereux, quoi. Il n'y a pas besoin de faire médecine, hein. Hyperplasie lymphoïde et bénigne, bénin, c'est rien du tout. Donc c'est ça, quand ils me l'ont rediagnostiqué après, c'était plus du tout bénin et ça s'appelait plus du tout de la même façon. Donc, on est d'accord, 85 82. officiellement. Officiellement 85 ou 86, je ne sais plus le test ELISA, je ne sais plus si c'est 85 ou 86, mais c'est une de ces deux années-là. Et comment vous avez été contaminé? Racontez-nous. En fait, par un voisin à l'époque, j'habitais à Paris, à la Motte Piquet-Grenelle, je cachais des matériels pour d'injection dans une cave des locaux communs. Et il y avait un autre toxicomane que je connaissais d'ailleurs dans l'immeuble. Et un jour, qui s'est servi sans me prévenir et tout, qui s'est servi de mes trucs. Moi, j'étais assez paranoïaque. J'allais même cambrioler comment dirais-je, des cabinets d'infirmières, rien que pour avoir des seringues. Parce que dans les cabinets d'infirmières, il n'y a pas de produit, il n'y a aucun stupéfiant. Mais juste pour avoir des seringues, des garrots et des choses comme ça, je faisais ça. Donc c'est vraiment un accident, je dirais, indépendant de ma volonté sur le coup. Alors en 2014, vous avez sorti un livre intitulé Ma place au soleil. Vous êtes revenu sur votre maladie Ouais. sur 150 pages. Est-ce que c'était important pour vous d'en parler à travers un livre? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, en 2004, j'avais fait un premier bouquin et j'avais fait sur le milieu carcéral, vu que j'avais pas mal bourlingué dans ce milieu-là dans les années 80, entre la cam et la prison. Et donc, j'avais fait un livre en 2004 et j'avais trouvé ce format. Comme j'ai un ami, Vincent Ravalec, qui lui est écrivain, mais vraiment écrivain, il m'avait conseillé ce format qui était pas trop mal, le format des nouvelles. Et du coup, j'avais fait ce premier bouquin qui avait été édité, tout ça. J'étais content, j'avais fait des salons du livre, tout ça, c'était super bien passé. Et du coup, à un moment donné, j'ai eu l'envie d'en faire un... Enfin, c'est pas que j'ai eu l'envie d'en faire un autre, c'est une amie qui a vu un manuscrit que j'avais gardé, que j'avais écrit à une époque, j'écrivais vers 2004, j'arrêtais pas d'écrire. Elle a vu ce manuscrit qui n'avait pas été édité et tout, et elle s'est mis dans la tête qu'il fallait le faire éditer et tout ça. Et du coup, elle m'a renvoyé des adresses de maisons d'édition, et la deuxième à laquelle j'ai téléphoné, ils m'ont accepté. Et, enfin, ils m'ont édité. Donc, du coup, j'ai fait ce deuxième. Et si la logique s'applique, ça fait 2004, 2014, et normalement, je dois en faire un l'année prochaine. Vous bossez dessus? Je bosse pas vraiment, on peut pas dire. Enfin, si, enfin, je bosse et je bosse pas, puisque moi, ma façon d'écrire, c'est la même façon dont je parle. Donc, si tu veux, ça peut être raconter ce qu'on a vécu aujourd'hui. Après, tout dépend comment tu le racontes. C'est ça l'idée de l'écrire. Écrire. Enfin, je veux dire, tu peux écrire des trucs, personne. Enfin, ça percute personne, et puis tu peux l'écrire la même chose d'une autre façon, alors que les faits sont les mêmes, mais ça va intéresser les gens parce que la façon d'écrire, parce que voilà, et tout ça. Et moi, j'aime bien parce que tous les gens qui ont lu les bouquins m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit, ça se lit vite, c'est rigolo et on apprend des trucs. Tu vois ? C'était le but? Donc pour moi, c'est nickel. Pour moi, c'est impeccable. Et c'était important de parler aussi de votre maladie au grand public, parce qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas qui ont acheté le livre, sûrement. Oui, mais enfin, moi, c'est pas plus important que ça, parce que moi, j'ai jamais, je veux dire, en 93, j'ai rencontré une journaliste à France 2. Elle cherchait des gens pour parler du sida à visage découvert. Et c'est vrai que moi, ça me gênait absolument pas de parler de ça comme ça et tout ça. Et pour l'époque et tout ça, pour elle, c'était exceptionnel, quoi. Personne ne le faisait et tout ça. Et moi, je suis toujours parti dans cette idée que tu as deux possibilités. Soit tu vas jouer la victime, et enfin, c'est pas la victime, mais soit tu vas tout te prendre dans la gueule
toutes les réflexions. Moi, je m'en suis pris des réflexions. Hein. Je te serre la main, pourtant, je te fais des trucs. Si je te racontais, toi, assez incroyable. Mais moi, j'ai toujours choisi le truc de me dire, moi, c'est pas, je le mets même presque en avant, mais je vais pas me cacher, toi, parce que il y en a qui ça les dérange. Je m'en fous. La Terre, on est plusieurs milliards sur la planète, donc j'aurai jamais le temps de voir tout le monde. Donc de toute façon, je vais pas m'arrêter à ceux qui m'intéressent pas. Donc je vais, en sortant les choses cash, les masques qui tombent tout de suite. Je l'ai vu, j'étais magasinier à une époque à Montigny dans un truc d'électroménager, d'électroportatif, je veux dire. Et un jour, j'ai annoncé ma séropositivité suite à une prime que j'avais pas touchée parce qu'on m'avait dit que tu manquais d'investissement. Et moi, je me dis, ah, c'est bizarre, je manque d'investissement, alors que quand j'arrive le 1er du mois, je sais pas si je vais toucher ma paye le 30 parce que je serais peut-être déjà mort. Et c'est pas une vue de l'esprit parce que j'ai enterré des potes à moi en une semaine, que j'ai vu le lundi qu'elle allait bien et que j'ai enterré le vendredi. À une époque, ça tombait comme des mouches. Donc, quand ils m'ont pas donné cette prime, pourtant c'était que dalle, hein, c'était à l'époque 300 francs. Mais ils me l'ont pas donné, ça m'a choqué. Je me suis dit, moi, je me lève tous les matins, alors que je pourrais rester chez moi même, hein, dans ma situation. J'aurais même pas besoin de venir taffer. Mais j'ai envie d'y aller. J'ai envie donc, c'est quand même que je suis investi. Eux ne me donnent pas le truc, donc je leur ai dit le truc. J'aurais dit, Et les visages ont changé? Ah, ben là, mais là, c'est incroyable. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que des gens que je prenais vraiment pour des ânes battés sont devenus des gens super intéressants. Alors que d'autres qui étaient mes plus proches dans la société sont devenus des vrais crétins. Ça fait tomber les façades. Ah, mais les façades tombent d'une force, tu peux même pas t'imaginer. Là, c'est incroyable, c'est impitoyable. Alors, dans ce livre, vous parlez notamment du sida comme étant un singe. Pourquoi utiliser ce terme? Mais c'est la référence des toxicos, en fait. Parce que les toxicos, on a toujours cette expression de dire que tu as un singe accroché à toi. C'est la cam, en fait. C'est la cam qui est accrochée à toi. Et c'est ça, c'est un peu ce truc-là. Et moi, j'ai transporté ça sur le, comment dirais-je... c'est moi, ça? C'était à l'époque, oui. Ah ouais, on voit les images d'archives. C'est moi, ça. C'est moi dans mon... Il Quand y a quelques j'habitais à années. Fontenay-le-Fleury, ouais, je vois très bien. Ouais, c'est ça, ouais. Et il faut pas oublier d'ailleurs Didier, là, le chenu, là, parce que là, on voit le bouquin, le premier bouquin, il y avait des, comment on appelle ça, il y avait des illustrations dessus. C'est un gars qui est pas de Montigny, mais qui est de Saint-Quentin en Yvelines, qui s'appelle le chenu, qui avait fait toutes ces illustrations. Ah ouais, c'est marrant, je me rappelle, j'avais acheté un ordinateur exprès pour... J'avais des potes à moi qui j'avais... Les images datent des années 2000. Si j'étais intermittent, en fait, j'étais intermittent et je bossais avec toute l'équipe de Mégaton, les mecs qui ont fait Tekken et tout ça, Tekken 2 et tout ça. Et je bossais avec eux, je suis ami avec eux, et avec Olivier. Et on parlait, il y avait le producteur de La vie rêvée des anges, il y avait le scénariste de Ridicule. Ridicule, c'est quand même pas rien, avec Giraudot et tout, c'est des textes incroyables, ciselés vraiment. Et tous ces mecs-là m'ont dit, vas-y, tu devrais écrire. Parce que je leur raconte, je parle comme je te parle là, et du coup, je leur parlais, je leur racontais des anecdotes de l'époque, au placard, dans la rue et tout ça. Ils me disaient, tu devrais écrire, ça c'est un film, ça c'est un truc, ça tu devrais écrire. Et du coup, c'était à ce moment-là, je me rappelle, il y a eu la canicule. Il me restait 1000 balles à peu près sur un PEL ou je sais pas quoi là. J'ai été acheter un Mac j'ai acheté un Mac, je me suis mis dans ma chambre et tout, et je l'ai sorti d'un seul coup quoi. Et j'ai eu de la chance. Au tout début, j'ai traîné dans ce qu'ils appellent le Triangle d'Or, la 6e arrondissement et tout ça, là où il y a Fayard, là où il y a toutes les grosses boîtes d'édition. Je leur en ai déposé et tout, mais bon, il n'y a pas eu vraiment de retour il n'y a pas vraiment eu de retour là tout de suite. Et après, j'ai un ami qui habitait aussi à Saint-Quentin, qui habitait à Elancourt, à la commanderie. Il était peintre, mais il est chevalier des Arts-et-Lettres. Mais lui, il était à la commanderie des Templiers à Elancourt. Et il m'a dit, bah tiens, moi, il y a une maison d'édition pour laquelle je fais des couvertures. Il me dit, je peux te donner leurs coordonnées, tout ça, éventuellement, tu vois avec eux. Et le truc qui m'intéressait, c'est qu'ils étaient de la Croix de Chavaux à Montreuil. Et moi, la Croix de Chavaux à Montreuil, ça me correspond bien mieux que le 6e arrondissement, Odéon ou tout ce que tu veux. C'est plus mon quartier. Tu me dis 11e arrondissement, 19e, 18e. Je suis chez moi. Tu me dis 7e arrondissement, tout ça, je suis paumé. Tu vois, c'est... Voilà. Et du coup, sachant que c'était là-bas, j'ai dit, tiens, c'est cool, je vais les appeler et tout. Et en fait, 15 jours après, ils m'ont signé. Votre réaction, c'était quoi? Ah, j'étais super content. En plus, ils m'ont donné 2000 balles d'avaloir
Tu vois, ça, c'était mortel pour moi. Tu vois, c'était vraiment une espèce de reconnaissance. Et après, c'était une toute petite boîte d'édition. C'était un couple, en fait. Mais l'avantage, c'est que j'ai fait tous les salons du livre avec eux. J'ai fait Colmar, Nancy, Paris, Vous en euh, avez vendu combien au total? 800 à peu près. Mais je les vendais au porte-à-porte quasiment, parce que dans les salons, le vendredi, généralement, c'est scolaire. Les scolaires qui passent. Donc, tu voyais les mecs, les jeunes passer, tout ça, puis tu voyais tous les petits passer, puis il y en avait qui étaient là, ouais, qu'est-ce qu'il y a, vas-y, quoi, c'est quoi ça, ouais, les écrivains, rien à foutre, vas-y, c'est de la merde et tout. Et moi, quand j'en voyais passer comme ça, qui se la racontait, je l'alpaguais, tu vois. Mais de loin, je fais, oh, viens ici. Il me dit quoi? Il me dit, moi, c'est moi, je suis l'écrivain qui écrit pour les mecs en baggy, moi. Toi, tu vois ce que je te. Ou pas, t'as pas compris? Et du coup, ils étaient interpellés, tu vois, ils venaient voir et tout. Et le plus drôle de ça, c'est que 2 ou 3 fois, ça m'est arrivé, au minimum 2 fois, et je dirais peut-être même un peu plus. Il y a des parents qui sont venus le samedi ou le dimanche en me disant, mon fils veut acheter un livre. Comme si c'était un truc. Vous avez réussi votre objectif. Ouais, c'était pour eux, c'était un truc complètement. Mon fils va acheter un livre, tu vois. Ils étaient choqués, tu vois. Moi, ça me faisait plaisir, j'étais content. Alors, on va parler maintenant du traitement. Ouais, Du coup, vous avez essayé la trithérapie dès 1993. ouais, ouais. Aujourd'hui, vous en êtes où? Bah, en fait, si tu veux, moi, j'ai toujours eu un virus multirésistant, c'est-à-dire que pendant des années, à chaque fois que je prenais un traitement, ça marchait pendant quelques mois, et après, ça s'écroulait, il fallait repasser à un autre traitement. Donc ça a duré, j'en ai fait, je sais pas, j'ai dû en faire 13 ou 14, grosso modo, sur toutes ces années. Et arrivé à un moment, que je ne saurais pas dire exactement quand, peut-être 2007, entre 2005 et 2010, je dirais, on a trouvé un traitement et jusqu'à là, on a gardé le même traitement et là-dessus, ça va. Par contre, ils m'ont découvert une autre maladie congénitale de ma mère, qui est, comment dirais-je, une maladie des vaisseaux sanguins, des artères. Et alors là, je te passe, je me suis fait enlever un morceau de carotide, je suis ouvert comme ça, ils m'ont ouvert les 2 jambes, enfin bon. Rien à voir avec le sida. Rien à voir avec le sida, un truc, c'était une prime. C'est une prime d'héritage de ma mère congénitale, un truc. Et du coup, j'ai ces trucs-là maintenant. C'est pour ça que d'ailleurs qu'après-demain, je vais me faire opérer encore d'une jambe. Mais bon, voilà, chacun son karma. Moi, je dis souvent, j'ai tendance à dire aux infirmières, je suis une espèce de terrain d'expérimentation vivant. Faites ce que vous voulez, de toute manière. Moi, depuis le 10 mars 2010, tu vois, qu'est-ce que je dis 2010? Depuis le 10 mars 90, date où j'ai shooté la dernière fois de ma vie, tu vois, et que je suis sorti de prison et que j'ai shooté le jour où je suis sorti, puis après j'ai arrêté. Bah, depuis ce jour-là, moi, c'est du bénéf. Enfin, j'attendais pas d'avoir, l'an 2000, je l'attendais pas. Il y a plein de trucs, je l'attendais pas. Moi, j'étais pas inquiet par le Big Bang ou quoi que ce soit, puisque je m'attendais même pas à le passer. Et justement, vous vous sentez comment un peu privilégié, je ne sais pas si je peux dire ça dans votre maladie. Vous avez dit que certains se sont décédés très rapidement. Ouais. Vous êtes encore là? Bah, en fait, si tu veux, oui, parce que le truc, là où je me sens entre guillemets privilégié, mais je sais pas si on peut parler privilégié, si c'est le mot adéquat, mais le truc, c'est que comme moi, quand on m'a appris toutes ces histoires de séropositivité, en fait, j'aurais tendance à dire, j'en avais strictement rien à foutre. Parce que je savais qu'à peine je sortais, j'allais shooter, donc je savais, je connaissais, j'étais pas naïf, je savais où ça me menait. C'était soit à un moment donné, j'allais me prendre une balle parce que j'allais faire un truc un peu crapuleux et que j'allais me faire, voilà. Soit j'allais me faire, j'en sais rien, une overdose, enfin bref. Mais mes possibilités, elles étaient un peu restreintes, toi. J'avais pas beaucoup de toi. Donc, plus la maladie, plus tout ça. Donc, je savais, je me disais, moi, de toute manière, on me dit t'es malade. Moi, si tu veux, j'avais toujours cette image de dire, c'est comme si tu avais toute la famille à Damoclès qui était au-dessus de ma tête et qu'il y en avait un qui essayait de rentrer pour pousser, pour essayer de se faire une place. C'est le sida. Mais c'était déjà blindé au-dessus de ma tête. Donc, un peu plus, un peu moins, ça me touchait pas du tout. Mais le truc, c'est que, comme ce sida, je m'en suis servi, entre guillemets, pour avancer, toi, plutôt que de me bloquer dessus et de paranoïer dessus, toi, je m'en suis servi pour avancer. Du coup, ça m'a donné une motivation pour changer ma vie, toi, pour que ma vie elle change de ce que j'étais quand j'étais toxico. S'il n'y avait pas eu ce déclic d'avoir cette maladie-là, je ne sais pas si j'aurais bougé les choses. Je serais sûrement resté
sur ma lancée et je me serais flingué d'une façon ou d'une autre, quoi, je pense. Parce que je commençais à rentrer quand même dans de la délinquance qui était quand même un peu plus élevée, tu vois. Ça commençait à être un petit peu plus dangereux au quotidien, quoi. On va parler maintenant de la dépénalisation du cannabis. Vous êtes un fervent militant de la dépénalisation, notamment au niveau thérapeutique. Ben, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, par la force des choses, tant qu'on n'étudiait pas la plante, on ne pouvait pas le savoir. À partir du moment où on s'est mis à étudier la plante, on a commencé à avoir des ouvertures par rapport au CBD, par rapport à d'autres composantes de la plante qui font que, je dirais pas, je vais pas aller faire comme ils font sur Facebook, certains qui te mettent cannabis cure cancer, tu vois, le cannabis guérit le cancer, c'est de la pure connerie. Nous, en plus, dans l'association dont je fais partie, on n'arrête pas de recevoir des coups de téléphone de mamans en panique. Mon fils a le cancer, nanana, j'ai lu qu'on pouvait soigner le cancer. Parce que les gens, quand ils sont acculés, qu'ils n'ont plus de solution, ils sont prêts à plein de choses. Le côté, le cannabis, c'est interdit. Si ton fils il a le cancer et qu'on te dit que le cannabis il va guérir le cancer, t'en as plus rien à foutre que le cannabis il soit interdit. Tu vas t'en servir parce que ton fils il est malade. Donc ce truc-là, il y a des gens qui font. Par contre, il y a des gens qui font un peu n'importe quoi. Par contre, dire que le cannabis peut, dans certains cas, adoucir ou permettre, toi par exemple pour l'appétit. Moi, je vais m'en servir par rapport à l'appétit. Moi, je peux ne pas manger. Moi, le Ramadan, ça me gêne pas. Mais en plus, je fume plus tellement. Mais je peux faire le Ramadan, ça me gêne pas du tout. Je peux rester sans manger pendant longtemps. Mais si je mange pas pendant longtemps, au bout d'un moment, ma santé elle va s'en ressentir, toi. Donc il faut que je mange. Et bien ça, le cannabis va m'aider. Toi, ça m'ouvre l'appétit. Ça va m'aider aussi bien bizarrement pour dormir que pour le matin me lever. C'est un peu bizarre, mais c'est voilà. Donc moi, c'est comme ça. Je vais pas chercher plus loin que ça. Et simplement, je me dis que pourquoi empêcher les gens de comment dirais-je, de se soulager avec ça, alors qu'il y a plein d'autres produits qui sont utilisés dans la pharmacopée, comme la morphine, les opioïdes et tout. Je veux dire, on donne des opioïdes, on donne du fentanyl ou des oxycodons et tout ça à des gens. Ça fait des vagues de morts aux États-Unis. C'est un scandale sanitaire aux États-Unis et ça commence à arriver chez nous. Ça dérange personne, par contre, pour donner des autorisations de mise sur le marché. Par contre, pour avoir une autorisation de mise sur le marché pour du cannabis, alors là, c'est la croix et la bannière. Désolé, hein, Jacques, on est pressé un peu par le temps. On pourrait parler pendant des heures. Dernière question. Ouais. Votre regard sur la maladie aujourd'hui, 174 000 Français vivent avec le VIH en France et 38,4 millions dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, sur les 38 millions, tu en as un paquet. Déjà, c'est des insolvables. Hein. C'est les pays où il n'y a pas de thunes pour pouvoir acheter des médicaments et tout ça. Donc là, forcément, il y a plus de... Et en France, 174 en France, chez 000 nous, en France. Chez nous, pour synthétiser le truc, j'ai une anecdote. C'est que là, récemment, j'étais à l'hôpital. Et normalement, à l'hôpital, on te dit ne prends aucun médicament. Tous les médicaments vont être donnés par l'hôpital. Ils te le mettent sur une ordonnance, mais toi, tu n'as pas le droit d'amener tes médicaments. Moi j'écoute ce qu'on me dit, hein, je n'amène pas mes médicaments. J'arrive là-bas, je suis resté 3 jours sans avoir sur les 3 molécules que j'ai, puisque maintenant, j'ai plus que 3 molécules pour la trithérapie. Avant, j'en ai eu 4 et des fois même 5. Mais là, j'en ai 3. Il y en avait une qui me manquait. Pendant 3 jours, je ne l'ai pas eu. Ils n'ont pas été la chercher. Nulle part. À une époque, dans les années 90, tu n'as même pas t'envisager, c'est un truc comme ça. Les médicaments sida, c'était le truc. Là, ils en ont plus rien. Là, le sida, c'est devenu une espèce de truc. Ils en ont, mais quasiment plus rien à foutre pour être... toi. Un petit coup de gueule là-dessus ? Un petit coup de gueule, moi, si tu veux, plutôt que de faire un coup de gueule, j'amène mes médocs. Hein. Moi, je veux dire, moi, tu sais, je m'adapte au truc. Les gens... Tu peux pas retourner toute la connerie humaine parce que, je veux dire, elle prend trop de puissance et tout. Donc, mieux vaut essayer de louvoyer entre les trucs. Ils te disent, voilà, tu sais que ça va être comme ça. Tu ramènes tes médocs et puis tu te prends pas la tête avec eux. Et puis voilà, comme ça, c'est tranquille. Autrement, un coup de gueule, je peux pas me permettre de dire que j'ai un vrai gros coup de gueule dans la mesure où on s'est quand même bien occupé de moi. Faut quand même, si je suis là aujourd'hui, j'étais là ici il y a plus d'une dizaine ou une quinzaine d'années déjà. Les images, d'ailleurs. Tu as les images qu'on a vues, tu vois, une vingtaine d'années même.
Je peux pas me plaindre. J'habite à Montigny-le-Bretonneux. C'est une ville qui est super chouette. Les gens il y en a qui se bagarrent pour venir. J'avais lu sur le journal pour les HLM ici, les gens se bagarrent pour venir. J'ai bossé ici, ils m'ont accueilli, ils m'ont laissé bosser. J'ai bossé avec des ados, je me suis éclaté. J'ai fait plein de projets avec des ados et tout ça à la maison de quartier quand je travaillais animateur au Pas du Lac là. Je suis dans un endroit sympa, tu vois, c'est pas avec ce que j'ai moi cotisé à la société que normalement tu as plein de pays, ils te renvoient rien quand tu as cotisé ce que moi j'ai cotisé pour la société. Aux États-Unis, je suis autour d'un bidon en train de chanter du blues, tu vois, s'il fait froid, tu vois. Mais ici, c'est quand même un peu plus cool, quoi. Merci, Jaco. C'est déjà la fin de cette émission. Mais bien sûr, écoute. Merci pour votre témoignage. On aurait pu parler pendant des heures, Bien on l'a sûr, compris, de votre personnalité, de votre histoire. On aurait pu parler de tout ça pendant des heures, mais malheureusement, cette émission-là doit se terminer. Alors, votre livre, Ma place au soleil, publié aux éditions Max Milo. Merci, Jaco. À bientôt pour un VIP.